Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'optimisation. On va parler en fait de l'optimisation du démarrage de nos containers dans Kubernetes, donc de nos pods, plus précisément en fait. Voilà. Donc soyons honnêtes, il y a peu de choses en fait qui sont plus frustrantes que de regarder en fait un terminal pendant, je sais pas, 5, 6, 7 minutes en attendant qu'il se déplace et voir qu'il est en container in creating. Alors que derrière, on a besoin de déployer vite, souvent pour résoudre un problème, un incident, pour tester une nouvelle chose. Voilà, voilà. Donc, c'est quelque chose que tu vis régulièrement. Sache que tu n'es pas seul. Donc, tu n'es pas le seul à avoir des containers ou des pods qui démarrent en prenant un certain nombre de temps. Voilà. Donc, la plupart des équipes, en fait, acceptent que Kubernetes, c'est lent. Donc, j'ai souvent entendu ça dans les boîtes que oui, Kubernetes, ça peut être lent, etc. Voilà. Pour vous spoiler, en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai que Kubernetes est lent. C'est totalement faux. Kubernetes est lent parce que il y a probablement une configuration qui a été mal faite. Voilà. Et l'idée de cette vidéo-là, c'est de vous fournir quelques bases, en fait, quelques billes qui vont permettre de pouvoir optimiser le démarrage, le déploiement de vos applications sur Kubernetes, en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 astuces, en fait, que moi j'utilise au quotidien ou que j'utilise dans les projets lorsque je fais du Kubernetes qui vont permettre d'accélérer de manière drastique. Je dis bien de manière drastique. Donc, vous pouvez gagner presque 50% ou voire des fois 100% d'optimisation en termes de démarrage et de déploiement de vos applications dans Kubernetes. Voilà. Et non, la solution n'est pas de faire à chaque fois ce qu'on appelle du scaling vertical, c'est-à-dire augmenter la CPU, la mémoire, la RAM, etc. Non, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut marcher pour des petites optimisations, mais lorsque vous voulez vraiment résoudre un problème de fond en comble, en fait, plutôt que de gaspiller du temps, du temps et de l'argent, surtout de l'argent, à mettre des machines qui sont toujours plus grosses, ben, en fait, il y a des petites optimisations qui pourront faire, qui vont vous permettre d'obtenir en fait des capacités beaucoup plus importantes en termes de démarrage, en conservant votre même infrastructure et en stabilisant vos coûts en fait. Voilà. Donc, c'est ça le but de cette vidéo-là. Donc, vous pouvez lancer votre café, vous revenez dans 5 minutes, on va pouvoir démarrer cette vidéo-là. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors, la première optimisation que vous pouvez faire, et c'est pour moi, en mon sens, c'est la base. Dans la toute première optimisation à faire, la première chose que vous devez faire, c'est de pouvoir construire des images plus petites. Pour moi, c'est la base en fait. Le vrai coupable de la lenteur du démarrage de vos pods sur Kubernetes, c'est souvent la lenteur de vos containers en fait. Donc de vos images Docker. Parfois, je vois des gens qui vont déployer des applications, qui vont créer, builder leurs images Docker. Et à l'intérieur, ils vont foutre tout un tas de libs qu'ils ne vont même pratiquement jamais utiliser ou peut-être utiliser une fois quand il y a un problème. Je parle, ils vont peut-être mettre du VM, du curl, du JQ. J'ai même vu aussi de la base du client MySQL à l'intérieur d'une image, quoi. Est-ce que vous avez besoin de ça en production réellement? Combien de fois vous avez besoin de vous connecter sur votre pod pour faire un VM ou un curl? Arrêtez de faire ça, les gars, ou bien d'installer un JQ. On se dit toujours qu'on aura besoin, mais en fait, dans la vraie vie, si vous regardez le pourcentage du temps, vous aurez vraiment besoin de vous connecter sur le pod pour faire ça et l'usage réel de votre pod, vous allez voir que c'est ridicule en fait. Donc, ne faites pas ça. Si un jour vous devrez peut-être débugger un problème sur votre pod et que vous avez besoin de cet outil-là, une fois que vous êtes connecté sur votre pod, pour pouvoir débugger, installez ces outils-là. Et une fois que vous avez fini, ben, en fait, le pod va se détruire, il va partir et tout ça. Mais arrêtez d'installer vos pods avec plein d'outils qui ne vous servent à rien en fait. Voilà. Pour moi, c'est la première optimisation qu'il faut faire en fait, c'est de construire des images plus petites. Donc, pour construire des images plus petites, la première chose, évitez d'utiliser LibQueen. La deuxième optimisation que vous pouvez faire au niveau de vos images, c'est de pouvoir en fait avoir des builds multistage. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de Dockerfiles en fait, dans lequel il y a un seul build en fait. Voilà. Et parfois, ils n'utilisent pas aussi des images minimales. Donc, je vois des gens qui vont, au lieu de partir sur
je sais pas, sur des images minimales comme Alpine ou bien comme Distroless, je sais pas quoi, ben, ils vont prendre directement les grosses images comme Ubuntu directement ou des versions qui sont nativement assez lourdes, quoi. Et moi, je dis, il faut arrêter de faire ça. Vous faites juste un Docker history sur votre image, vous allez pouvoir voir l'historique de tout ça, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses, quoi. La première optimisation, c'est les images. Et au niveau des images, il y a plusieurs choses à faire. Réduire le nombre de libres dans laquelle qu'on met dans nos images. La deuxième optimisation, c'est de pouvoir faire des stages avec plusieurs builds, etc. Voilà. Donc ça, c'est première optimisation. C'était le point numéro un. Le fait déjà de faire ça, voilà, je pense que si vous n'avez jamais eu le temps de vraiment essayer de vous poser la question d'optimiser vos images Docker, juste le fait de mettre en place ces deux éléments-là, je pense que vous allez être surpris des performances que vous allez gagner en termes de démarrage de vos applications dans Kubernetes. Ça, c'était le point numéro un. La deuxième optimisation pour accélérer au démarrage, c'est d'utiliser en fait des registries. Donc les registries, c'est des outils qui permettent de stocker vos images Docker en fait. Donc c'est des répertoires où vous allez stocker toutes vos images de Docker. Donc je vous conseille, je vous recommande, et c'est vraiment vital, d'avoir un registry qui est proche de votre cluster. Donc je vois souvent des organisations dans les boîtes, par exemple, se trouvent sur le cloud AWS. On peut dire que historiquement, ils travaillaient peut-être en région Paris. Après, ils se sont rendus compte qu'en région Paris, finalement, il n'y avait pas assez de performance. Ils ont déployé une infrastructure aussi en Irlande. Après, ils se sont développés, ils sont peut-être allés en Amérique du Nord, etc. Mais toutes leurs images de code sont restées dans l'historique. C'est-à-dire, l'historique, c'est peut-être la région Paris où il y a tout leur ECR, en fait. Et ils sont surpris après que lorsqu'ils démarrent leurs images, lorsqu'ils veulent mettre à jour un nouveau déploiement sur Kubernetes, ça prend du temps. Bah oui, normal, il y a de la latence réseau. Si vous êtes en Irlande, si vous êtes à Paris, ça ne sert à rien d'avoir votre ECR, votre conteneur registré, qui se trouve en fait à l'autre bout du monde en fait. Voilà. Donc juste le fait de pouvoir assurer que si votre cluster est en Irlande, ben en fait, ayez un registré qui est en Irlande. Si votre cluster est à Paris, ayez un registré qui est à Paris. Si votre registré, vous avez un cluster Kubernetes qui tourne en local, on-prem, bah, ayez un registré qui tourne aussi on-prem. Voilà. Et là, ça va vous faire gagner un temps énorme, un temps considérable aussi. Donc déjà, tous les problèmes de latence réseau qu'il y a forcément quand vous êtes entre deux régions distinctes, vous bouffez déjà cette latence-là. Donc cumulé au fait que si votre image n'est pas optimisée, cumulé que vous avez un réseau qui n'est pas terrible, etc., bah, vous mangez en fait tous ces problèmes-là. Donc déjà, le fait de pouvoir mettre votre cluster au même niveau, c'est-à-dire au même niveau géographique que votre ECR, votre conteneur de registry, je dis ECR, peu importe le langage, votre registry, on va dire, mais en fait, vous allez gagner déjà aussi pas mal de temps, en fait. Voilà. Donc, c'est l'optimisation numéro 2 que je vous conseille. Quand vous auditez votre cluster, renseignez-vous où est-ce que, posez-vous la question de savoir, j'ai mon cluster Kubernetes qui a besoin des images Docker. Ces images-là, elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Est-ce qu'elles sont dans la même région que mon cluster? Est-ce qu'elles sont en prem? Est-ce qu'elles sont en Irlande? Voilà. Donc, faire cet audit-là et vous assurer que vous êtes au bon endroit, ça marche bien. En plus, il y a des outils. Parce que j'ai souvent eu des justifications dans les boîtes qui disaient que maintenant, on ne voulait pas gérer plusieurs registries. On veut avoir un seul. Ben, en fait, aujourd'hui, il y a des outils comme Scopeo qui vont permettre de synchroniser vos images, vos registries. Donc, prenons un exemple. C'est pas très. Historiquement, votre registry pour stocker vos images Docker est situé à Paris. Voilà. Vous avez maintenant déployé une nouvelle région en Irlande. Peut-être qu'avant, vous ne le saviez pas, vous continuez à pouler vos images de Paris, vos images sur votre container, sur votre cluster qui est en Irlande, depuis Paris. Donc, vous perdez la latence réseau. Bah, en fait, vous pouvez toujours créer un registre toujours aussi en Irlande et faire une synchronisation. Ça se synchronise aujourd'hui très bien. Ça, il y a plein d'outils qui le font de manière magnifique. J'ai parlé tout à l'heure de Scopeo, qui vont permettre à chaque fois qu'il y a une mise à jour dans un registre qui est peut-être à l'autre bout du monde, de pouvoir le répliquer. Voilà. Et comme ça, si vous avez des projets qui sont un peu dans les deux sens et tout, bah, vous aurez en fait vos deux versions d'image, quoi. Voilà. Mais assurez-vous que votre cluster et votre registré en fait sont situés dans le même endroit, dans la même localisation, dans la même région en fait. Et ça va vous réduire voilà, énormément les temps de latence. Ça, c'était l'optimisation 2, la vraie optimisation 2, parce que voilà. Alors, le conseil numéro 3 que je te donnerai en fait, c'est d'arrêter de tirer des images Docker de ton ECR à chaque déploiement. Alors, dans Kubernetes, là, vous avez, quand vous dans vos YAML, vous avez la possibilité de définir le pool policy, c'est-à-dire vous pouvez définir par exemple, c'est le if policy et image pool policy, c'est la directive image pool policy. Et vous pouvez définir, il y a deux valeurs. Vous pouvez définir le always, c'est-à-dire que Kubernetes va toujours aller pools,
ou bien vous pouvez définir le if not present, c'est-à-dire s'il n'est pas présent, c'est là où Kubernetes va aller le télécharger. Donc, je vous recommande d'oublier le always. Voilà. Moi, je vous recommanderais dans vos images, dans vos déploiements Kubernetes, dans la définition, dans vos YAML, au moment de la définition de vos images, de passer à if not present et aussi utiliser plutôt des tags immuables comme des chats. C'est-à-dire éviter par exemple le tag letTest. Et là, ça va vous éviter d'avoir la double punition. Parce que quand vous faites par exemple le if, si vous avez le image pool policy is equal always, ça veut dire que à chaque fois que vous allez faire un rollout, que vous allez faire, imaginez votre pod, il a un problème, il y a une fuite de mémoire, je ne sais pas quoi, vous avez mis à jour une config map et vous voulez redémarrer votre pod. Donc quand vous allez faire, vous allez le rollout, ce qui va se passer, c'est que vous avez déjà l'image en local, mais Kubernetes ne va pas prendre cette image-là en local. Ce qu'il va faire, il va aller tirer encore, il va aller télécharger cette image-là sur votre ECR pour la ramener sur votre disque avant de pouvoir l'exécuter, la charger. Vous voyez que vous perdez du temps. Et rajoutez au fait que si votre ECR, votre registry, se trouve dans une autre région, vous imaginez le temps que vous perdez en fait. Et ça rajoute forcément de la latence. Donc moi, je vous conseillerais, comme je l'ai dit, oubliez le image pool policy always, mais passez plutôt à if not present. Donc ça, c'est comme ça. Si l'image n'est pas présente, c'est là où il télécharge. Et je vous recommande aussi, oubliez aussi des tags fixes comme les latest. Ça, c'est à bannir. Vraiment à bannir. Quand vous définissez vos images Docker, oubliez le latest. Je vous recommande de toujours utiliser par exemple le chat, la dernière version de votre chat, ou un tag, quoi. Même si je préfère quand même les chats. Donc ça va vous éviter aussi les problématiques du style, vous ne savez plus trop quelle version d'image vous êtes en production. Vous n'êtes pas capable de tracer quelle est la version qui bug, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est mon conseil numéro 3. Arrête à chaque fois d'aller tirer des images. Et ça, ce petit changement-là, il est très facile. Il ne coûte absolument rien. Vous avez juste à aller dans votre YAML. Parfois, ce n'est pas défini. Donc, je crois que par défaut, le comportement par défaut, c'est le always. Après, selon les versions de Kubernetes, ça peut varier. Mais si ce n'est pas le cas, allez définir de manière explicite que vous voulez le if not present et commencer à basculer avec des chats. Donc, sur les tags de vos images, utilisez plutôt des chats plutôt que des versions fixes comme les latest. Alors, la cinquième optimisation que je te recommande, c'est de pouvoir utiliser aussi, de paralléliser les déploiements. Je m'explique aussi pour ça. Imaginez que vous avez une application Kubernetes qui tourne sur 100 pods. 100 pods, vous pouvez dire que c'est énorme, mais je vous assure qu'il y a des boîtes qui ont presque 100 pods selon les applications. Disons, allez, 50 pods, voilà. Lorsque vous voulez mettre à jour cette application-là, par défaut, Kubernetes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre à jour un pod. Le premier pod, ensuite passer au deuxième, au troisième, au quatrième, ainsi de suite. Vous imaginez que vous voyez que c'est en série. Donc, ça va mettre énormément de temps. Le temps de mettre à jour votre application, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, sachant que la mise à jour, c'est considéré terminé lorsque vous avez mis à jour les 50 pods. Voilà. Donc, avec ce qu'on appelle la stratégie de rolling update, Kubernetes a une stratégie. Donc, c'est toujours dans vos YAML, dans vos manifestes. Il y a ce qu'on appelle la stratégie de rolling update. Vous avez la possibilité d'aller modifier le comportement de Kubernetes pour lui dire, écoute, moi, je veux paralléliser la mise à jour de mes pods. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de passer à un pod par pod, je peux décider de passer, par exemple, une mise à jour de 3 pods ou bien de 5 pods. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'update va se dérouler maintenant de cette manière. Au lieu de mettre un pod, Kubernetes, ce qu'il va faire, il va mettre directement à jour 5 pods. Voilà. Lorsque les 5 pods sont suivis, il va passer aux 5 suivants. Et vous allez aller, votre mise à jour va se dérouler 5 fois plus vite que si vous aviez laissé le comportement par défaut. Donc c'est pour ça que je vous recommande de paralyser le rollout de votre application. Pour mettre ça, c'est très simple. Vous avez juste une stratégie que vous déployez dans vos deployments, dans vos daemon sets ou encore dans vos stateful sets, etc. Donc vous avez la stratégie rolling update et dans le rolling update, en fait, vous définissez en fait quelle est la stratégie, le nombre d'éléments que vous voulez définir en fait. Voilà. Donc vous pouvez paralyser ça. Donc ça va dépendre aussi de use case. Et ça aussi, c'est une optimisation qui va vous faire gagner du temps sur la mise à jour et le déploiement de vos applications. Puis l'optimisation numéro 6, celle-là un peu plus technique en fait. Donc, ce sont vos readiness prod. Je sais que beaucoup de gens se soucient peu de ça, mais je peux vous assurer, et parfois ceux qui le font, ils le font souvent très mal. C'est l'optimisation de leur son, notamment le readiness probe. J'explique ce que c'est que le readiness probe. Le readiness probe, en fait, c'est une sonde. Donc, c'est un chemin que vous pouvez configurer Kubernetes pour lui dire, c'est une route qui va aller exécuter sur votre pod, sur votre application, pour voir s'il est ready.
et elle va lui renvoyer un résultat selon les conditions que vous avez mis. Donc, c'est un check que vous faites. Ça peut être un check, par exemple, d'un fichier, ça peut être un check d'une page web, d'un endpoint web, etc. Donc, c'est comme vous voulez. Et si le résultat est positif, donc vous avez mis la condition, c'est l'existence du fichier, ou bien ça peut être un code retour de 200, etc. C'est positif. Là, Kubernetes va considérer que votre pod, il est ready et il va pouvoir démarrer. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, je me suis rendu compte souvent en faisant des audits que les readiness probes, en fait, c'était plutôt un problème, en fait. Ça devenait plutôt, en fait, une grosse source de lenteur, une grosse source de problématique dans les grosses boîtes. C'est pour ça, si tu veux mettre des readiness probes, pose-toi le temps, pose-toi, analyse bien, essaie de comprendre bien ton application et optimise-la. Il ne faut pas juste la mettre parce que tu as lu quelque part que c'est bien d'avoir des readiness probes. Parce que si ton readiness probe, j'ai vu par exemple des cas où les gens ils allaient faire des checks sur des bases de données, ils allaient faire des checks sur. Enfin, ils faisaient plusieurs checks en fait. Sauf que le pod, il démarrait jamais en fait, parce qu'il y avait trop de checks qui devaient passer les uns après les autres. Et des fois, il y a un problème de synchro entre eux, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se poser la question. Donc, les démarrages sont souvent aussi longs parce que les ready, la sonde de slash ready, le readiness est mal configurée. Donc, configurez aussi bien vos readiness propres. Et je pense que vous allez gagner aussi énormément de temps. Elle est un peu plus technique, celle-là, parce que des fois, vous allez toucher à l'application. Il faut parfois discuter aussi avec les développeurs. Parce que si vous avez des endpoints, etc., voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est difficile. Parce que comme c'est quelque chose qui est mis côté infra, côté plateforme, alors que ça n'aime pas côté développeur, etc., s'il n'y a pas une discussion forte, un lien qui est très fort entre les deux, bon, en fait, ça ne peut pas trop marcher. Ce que l'Ops va implémenter comme readiness, ça ne sera peut-être pas adapté aux vrais besoins de l'application. Voilà. C'est vraiment une optimisation que je vous recommande. Si vous avez du readiness, la readiness propre, c'est bien, mais il faut vous assurer qu'elle est parfaitement configurée, que les tests qui sont réalisés sont pertinents et qui ne vous bouffent pas tout le temps de démarrage de votre application, en fait. Alors, le conseil numéro 7 que je te donnerais, c'est d'utiliser des containers éphémères pour débugger. J'en ai parlé un peu tout au début, en fait. C'est que quand il y a des gens, quand ils buildent leurs images Docker, ils vont mettre plein d'outils, comme le curl, le JQ, tous les outils réseau, en fait, parce ils se disent que le jour où il y a un problème, je vais pouvoir débugger facilement. Mais en fait, ça ne sert à rien. Il faut utiliser les containers éphémères que tu peux démarrer juste avec une seule commande. Tu fais juste un kubectl debug ou bien un kubectl run et tu donnes le nom de ton pote, tu donnes l'image de ton image, enfin le nom de ton image. Ben, c'est une ligne de commande et ça te démarre une image qui est dans ton container, qui est dans ton namespace et qui a les mêmes accès que ton application. Et ça te permet de pouvoir débugger rapidement sans avoir besoin de rebuild de l'image. Parce que combien de fois j'ai vu comme je l'ai dit, donc des boîtes qui mettaient plein d'images de tout réseau en pensant qu'un jour, s'il y a un problème, ils iront vite en fait. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Et même quand il y a des problèmes en incident, j'ai vu des boîtes qui disaient qu'ils allaient rebuilder l'image. Et du coup, le temps de pouvoir debug, le temps de rebuild l'image, la déployer, mettre à jour sur tous les pôles, le temps que ça aille, il perdait presque je sais pas, une demi-heure des fois, selon les boîtes. Alors que vous pouvez juste lancer un container éphémère et vous lui donnez votre image qui contient les outils dont vous avez besoin, par exemple la BusyBox, qui contient par exemple les éléments au réseau comme le curl, etc. Et juste avec ça, voilà, vous allez pouvoir investiguer calmement votre application, notamment les éléments au réseau, les éléments tout. Je suis d'accord que ça ne fera pas tout, probablement, parce que s'il y a des tests spécifiques qui réalisent votre application, bah, ça va peut-être pas le faire. Mais dans 80% des cas, notamment les problématiques réseau, vous allez pouvoir les débugger de manière très simple avec une image qui ne va rien vous coûter, qui va s'installer rapidement et qui n'aura aucun impact en fait sur la qualité de votre image. Vous n'avez pas besoin de remplir votre image. Donc ça, c'est mon conseil numéro 7. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre là, Mastering Kubernetes, voilà, des stratégies à faire quand vous voulez débugger vos clusters Kubernetes en production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super important, qui est vraiment très bien, c'est-à-dire utiliser des containers éphémères. Et ça se lance avec une seule commande, kubectl debug ou bien kubectl-run. Vous donnez -it le nom du pod et ensuite le nom de l'image. Et boum, et ça se lance, quoi. Donc ça, à faire, quoi. Donc ça vous fait gagner vraiment un temps énorme et vos images de la production vont rester vraiment propres, sans outils inutiles qui ne vous serviront pas dans 99% des cas. Voilà. On est arrivé à l'optimisation 8. Alors, l'optimisation 8 que je te donnerais, c'est au niveau plus du déploiement de tes applications. Je te conseillerais de faire du canary
deployment plutôt que du rollout. Donc, le rollout, c'est la stratégie qu'on a vue, donc vous pouvez paralléliser, etc. Mais au lieu de même faire il y a encore mieux que de faire du parallélisme, c'est de faire du canary deployment. C'est-à-dire que vous avez 50 pods que vous voulez mettre à jour. Au lieu de mettre à jour les 50 pods d'un coup, ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir mettre une toute petite partie de votre trafic, par exemple 2 pods, sur la nouvelle version et pouvoir vérifier que ça répond à votre besoin en fait. Et là, ça va vous éviter d'avoir déployé sur 50 pods une mise à jour qui marche mal ou qui ne marche pas. Et vous vous en rendez compte de cela en fait. Avec le Canary Deployment, vous allez pouvoir mettre à jour peut-être 2 pods sur les 50 et pouvoir faire vos tests là-dessus et vérifier que tout est OK. Kubernetes aussi gère ça pas mal. Donc, et s'il y a un problème, le rollback, il est très facile en fait. Vous êtes à rollback 2. Donc, c'est quelque chose aussi que je te conseillerais de faire, c'est de faire du Canary Deployment. Donc, ça va aussi t'aider à pouvoir mieux démarrer, mieux gérer tes déploiements, voilà, qu'ils soient plus efficaces, plus stables en fait. Voilà. À titre personnel, moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas de grosses applications, mais j'ai eu à suggérer ça sur un client pour lequel j'avais fait un audit, parce que là, ça avait vraiment du sens, où ils avaient vraiment des mises à jour qui se passaient régulièrement mal, ils se rendaient compte de ces problèmes-là, et ils se plaignaient en fait que le rollback, c'était problématique. Moi, je leur avais dit, bah, en fait, le rollback est problématique parce qu'il y a beaucoup trop de pods à mettre à jour, et ensuite, quand il y a un problème rollback, c'est compliqué. Et quand on a switché au Canary Deployment, il n'y a plus pratiquement ces problématiques-là, comment dire, étaient moins présents ou presque plus présentes parce que comme on a déployé nos pods que sur deux pods, sur nos versions sur 2 pods, on a vu que ça marche, bah après c'est plus simple de pouvoir l'étaler sur tout le monde en fait, avec moins de risques et tout, et avoir des déploiements qui sont plus stables. Alors, l'optimisation numéro 9 que je te conseillerais pour aussi accélérer tes déploiements, ça c'est plus lié à la CI/CD. Moi aussi, je l'ai fait l'erreur. Combien de fois je vois des entreprises, je vois des boîtes qui font encore du Docker in Docker. Ça s'appelle souvent DIN, c'est-à-dire qu'ils build une image Docker dans une image Docker. Moi, je vous demanderais d'arrêter de faire ça. C'est bien quand vous avez une petite boîte, un petit truc, etc. Il faut arrêter ça peut marcher. Mais quand vous voulez vraiment avoir de la performance, vous voulez vraiment euh, aller vite, vous pouvez déployer rapidement, vous voulez avoir quelque chose de stable, de fiable, ben arrêtez de faire ça. Moi, il y a Canico qui marche pas mal, il y a BuildKit, mais je vous recommanderais BuildKit. C'est BuildKit que moi j'utilise ces derniers temps sur mes clusters et ça marche très bien en fait. Donc, ça va vous permettre en fait, ça va vous éviter d'avoir des pipelines qui sont lentes, qui bug tout le temps, voilà. Alors qu'avec BuildKit ou Canico, il y en a qui utilisent aussi Canico. Bon, en fait, c'est vraiment fait pour ça. Vous allez gagner en optimisation, vous allez avoir du cache sur vos images, euh, vous allez pouvoir en fait pull dans plusieurs registres, push dans plusieurs registres, vous allez pouvoir faire vraiment des optimisations. Il y a tellement d'options. Donc, arrêtez de faire du Docker in Docker. C'est bien quand on démarre, mais dans le monde industriel et tout, faites plutôt du build kit et tout. Buildez vos images, vos pipelines avec du build kit ou du Canico. Voilà. Alors, le conseil numéro 10, c'est le dernier. Voilà. C'est quoi le déploiement le plus facile au monde? Le déploiement le plus rapide, c'est faire un rollback. Voilà. Quand c'est bien fait, bien sûr. Avec Kubernetes, vous avez à faire un kubectl rollout undo. Et là, ça vous fait un rollback de ce que vous avez fait en fait. N'hésitez pas à faire ce genre de. Quand vous avez un truc qui ne marche pas, vous voulez faire retour arrière, évitez d'aller rebuilder toutes les images, refaire tout ça. Vous faites juste un Kubernetes rollout undo et ça va vous redéployer rapidement votre application qui existait déjà en fait. Voilà. Et moi, je vous conseille ça. C'est très rapide. Par exemple, ceux qui utilisent par exemple des outils comme Argo CD, ben, en fait, vous faites juste un git revert, vous push, boum, il va récupérer la dernière version, il va le remettre à jour partout. Et là, vous êtes tranquille en fait. Par contre, je suis quand même d'accord qu'il y a certains cas particuliers. Par exemple, si votre déploiement, vos mises à jour vont avoir des impacts sur le modèle de données de vos applications, il faut s'assurer de voir quand vous faites un rollout, comment est-ce que c'est toujours compatible, comment ça se gère cette partie en fait modèle de données qui a été changé. Mais bon, je pense quand même que aujourd'hui, c'est des sujets qui sont assez bien maîtrisés avec des ORM, etc. Mais on ne va pas entrer dans le détail parce que c'est plus du dev. Donc, mon conseil numéro 10, n'hésitez pas à faire le kubectl rollout undo. C'est très rapide, ça vous permet de revenir rapidement à une version que vous avez précédemment en fait. Voilà. Donc, on va terminer en disant en fait, donc Kubernetes n'est pas lent. Prochainement, si vous entendez quelqu'un dans une entreprise dire que Kubernetes est très lent, les déploiements prennent du temps,
les mises à jour prennent du temps, bah, vous saurez qu'en fait, soit il ne maîtrise pas, et vous lui envoyez cette vidéo-là, ou lui direz, écoute cette vidéo-là, essaye de mettre en place, tu verras que ça ira beaucoup plus vite. Donc, c'est souvent nos mauvaises habitudes en fait qui font que nos clusters ou le démarrage de nos applications sont lents dans nos clusters Kubernetes. Notamment le fait, comme je l'ai dit, d'avoir des images qui sont très lourdes, d'avoir des props qui sont mal configurés, d'avoir des pipelines qui sont pas du tout optimisés, d'avoir un process de build des images vraiment archaïque, avec sans optimisation des layers, euh, de comment elles sont buildées aux images. Donc des fois, c'est tout ça qui font qu'en fait, les déploiements sont lents. Donc, si vous corrigez tout ça, vous mettez en place ne serait-ce que la moitié des choses que je vous ai énoncées là, bah, je peux vous assurer que vous allez déjà faire un grand pas dans l'optimisation de vos applications. Vous allez voir une grosse différence en termes de performance dans la gestion, la mise à jour et la gestion de vos déploiements, même quand il y aura des problèmes en fait. Voilà. Je conseillerais, comme on dit aujourd'hui, c'est de traiter en fait vos applications, votre cluster Kubernetes, vos déploiements comme un produit. Donc, qui dit produit, ça veut dire qu'il faut mesurer, il faut optimiser, il faut aussi automatiser un maximum. Donc, il faut minimiser en fait l'impact humain dans vos process de déploiement. Voilà. Et surtout, il faut faire en sorte que ça devienne un peu ennuyeux. Donc, c'est-à-dire, il faut s'ennuyer, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit fun pour vous de devoir gérer ça. Et comme ça va vous obliger un peu à optimiser en fait. Voilà. Donc, par exemple, un déploiement qui est ennuyeux, c'est-à-dire un déploiement où j'ai juste à cliquer, ben, en fait, c'est un déploiement qui est réussi en fait. Les déploiements à l'ancienne où il faut les mecs qui ont 10 000 connaissances, qui maîtrisent le code, la base de données, Java, le cache, l'engine, enfin, toutes ces conneries-là, en fait, bon, en fait, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut que vos déploiements soient ennuyeux. Que ce soit ennuyeux, c'est vraiment qu'on puisse un clic, boum, et ça déploie, en fait. On s'ennuie lors du déploiement, en fait. Voilà. Les déploiements des savants ingénieurs avec 10 000 choses à faire, 10 000 process, où on se lève à 4 heures du matin, on a 3 heures d'opération, bah ça, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. En fait, ça n'a plus aucun intérêt, en fait. Continuez à faire comme ça et dans ce process-là, ben, en fait, vous perdez votre temps et vous savez que vous avez c'est un signe que vous avez une infra en fait qui est vieillotte ou que vous avez des process qui sont pas qui sont plus adaptés en fait à l'ère d'aujourd'hui en fait. Voilà. Donc c'était un peu mes 10 conseils pour vous aider à optimiser vos clusters Kubernetes. Donc on va s'arrêter là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.